Amen. Nous avons révisé le parcours de ces dernières années, de quelle manière la lumière a commencé à s'ouvrir en 2016, ce qui a conduit au message donné en octobre 2018. Nous avons commencé avec Acte 27. Cela nous a amené à l'histoire de deux bateaux, Adramite et Alexandrie, ce qui nous a conduit au nombre 273, qui nous a amené dans les guerres pyrrhiques, dans l'histoire de Pyrrhus. Nous avons vu que les guerres pyrrhiques ont des connexions avec notre propre histoire, avec notre propre guerre entre le nord et le sud. Cela s'est passé dans les derniers mois de l'année 2016. En 2017, il a été observé qu'il y avait une histoire alpha et oméga, Macédoine et Italie, connectant la Seconde Guerre mondiale à notre histoire. Tout ceci est centré autour du roi du Sud. J'aimerais souligner ce point. Tout le point d'attention, alors que nous continuons à apprendre sur Hitler et l'Allemagne nazie, les guerres mondiales, le point d'intérêt est sur le roi du Sud. Tout vient de cette direction. Nous voyons cette histoire alpha et oméga, la Seconde Guerre mondiale et la Troisième. Ensuite, il est observé que ces leaders, les rois d'Épire, l'histoire de ces rois s'aligne avec l'histoire du roi du Sud dans notre propre histoire. D'Admetus à Pyrrhus se connecte à l'histoire de Staline et de Poutine. Nous avons vu qu'à la fois Pyrrhus co-règne ainsi que Poutine, et cette histoire nous conduit dans celle de Gorbatchev, Yeltsin, qui correspondent avec l'histoire de Pyrrhus. À l'histoire du roi Pyrrhus. Cela nous donne plus de force dans la confirmation que Staline est un sujet de cette histoire et que Pyrrhus représente Poutine, le roi du Sud. Cette connexion avec Pyrrhus et Poutine donne un argument encore plus fort, prouvant que nous pouvons couper la ligne et connecter ces histoires et placer la Seconde Guerre mondiale sous la Troisième Guerre mondiale. Et maintenant, nous connectons l'alpha et l'oméga, coupons la ligne et nous voyons Macédoine, Italie, la Seconde Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, alpha et oméga, alpha et oméga. Tout cela se trouve dans l'histoire de 2017. Puis j'ai participé pour la première fois à une école des prophètes en Arkansas et Fatima a commencé à s'ouvrir. Fatima a été ouvert le 11 novembre 2017. Pendant ma présence durant cette école, durant ces derniers mois de l'année 2017, j'avais déjà reconnu que la date du 9 novembre était un sujet dans notre histoire. Et j'ai tenté de cacher mon propre lien avec cette date, car j'avais peur que lorsque le sujet serait finalement enseigné, cela pourrait être une pierre d'achoppement. Une fois que cela a été fait, quand vous reliez ensemble ces histoires et que nous superposons la Seconde Guerre mondiale avec la Troisième Guerre, nous pouvons voir que la Seconde Guerre mondiale commence en 2016. Et si cette guerre commence en 2016, à quoi ressemble cette guerre? À ce moment-là, nous sommes après 2016 et nous pouvons constater qu'il n'y a pas de guerre chaude, du moins sur le front occidental, en ce qui concerne Donald Trump. Mais la guerre qui était en cours était une guerre d'information. Et j'ai commencé à étudier à quoi ressemblaient ces guerres. De nouveau en connectant les éléphants. 2016, 2018, Raphia, Panium. Tous possèdent le même type de guerre qui sont les éléphants. Et si 2016 est typifié par une bataille, Ipsus, à quoi ressemblerait cette bataille de notre histoire?
Cela a conduit au développement d'une étude sur l'âge d'information, retraçant à partir du temps de la fin le développement de nouveaux modes de guerre. 1989 a été le Big Bang de l'ère d'information, l'invention du web mondial. Et cela est une étude solide qui pourrait être élargie à plusieurs reprises pour montrer de quelle manière ce fil est relié à notre ligne de réforme. Non pas uniquement à partir de 1989, mais dans les 10 ans qui précèdent, et même nous pouvons le remonter jusqu'en 1969, avant l'invention d'Internet par net. Avec cette étude sur le monde de guerre et l'âge de l'information, j'ai commencé à observer qu'une grande partie de ce que nous voyons, de quelle façon cette guerre est menée, c'est avec les théories de conspiration. Ce sont des théories de conspiration qui ont été utilisées pour inverser l'opposition. Et grâce à l'étude des éléphants, il a été identifié que ces théories de conspiration sont les caractéristiques qui décrivent la façon dont le roi du Sud se bat, de quelle façon la Russie se bat, mais aussi comment Donald Trump a livré bataille dans cette élection. Par conséquent, les théories de conspiration ont commencé à être un sujet en lien avec cet accroissement de la connaissance. Et elles se sont retracées tout au long de cette histoire, et particulièrement dans les élections de 2016. Lorsque nous avons commencé à discuter de l'ère d'information, j'ai introduit un autre sujet. L'ancien Jeff a récemment enseigné dans des dernières vidéos qui travaille à attaquer et à saper ce message, que je ne suis pas cohérente dans la méthodologie, parce qu'il dit 1989, oui, mais 1996, et en 1996, Hillary Clinton a été l'objet d'une enquête pour la corruption. Elle est sous enquête en 1996, puis de nouveau en 2016. Par conséquent, nous avons Clinton en 1996 et Clinton en 2016. Elle est sous investigation en 1996 et de nouveau en 2016. Donc il relie ces deux balises. Et il déclare que Tess n'est pas cohérente dans sa méthodologie car elle ne ramène pas cette connexion qu'a eu Clinton en 1996 et ne le renie pas en 2016. Et elle ne dit pas que Clinton est une personne moralement corrompue et méchante. L'ancien Jeff dit que nous disons que Clinton est une personne ayant un bon moral, une bonne morale, ce qui, dans les faits, était correct, car je n'ai jamais déclaré qu'elle avait une bonne morale. Nous traitons de ce sujet d'un point de vue prophétique et non pas moral. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à tirer un fil en 1996 et le relie en 2016. C'était à l'école du Brésil. Nous avons commencé à enseigner avec plus de forme ce concept selon lequel nous devons relier les fils entre eux. Et nous avons enseigné, basé sur les lignes de preuve, que si vous commencez à construire une histoire et que vous connectez un fil, celui-ci doit commencer en 1989. Par conséquent, il manque une balise. Il manque une balise en fait. Il en manque plusieurs. Car vous avez ici l'accroissement de la connaissance, puis il passe à côté du 11 septembre, puis de nouveau, depuis de 2014, et toutes les autres balises de 2012, mais au moins ces balises créées dans notre ligne de réforme sont complètement perdues, et si on perd un point de suture, tout commence à s'effilocher. Ce n'est pas de cette manière que nous causons. Donc il relie un fil entre 1996 et 2016, et déclare que, basé sur sa pensée, Clinton a été corrompue en 1996. Par conséquent, elle est aussi corrompue en 2016. Et de façon délibérée, je suis incohérente avec la méthodologie en ne relevant pas l'histoire de Clinton en 1996. J'ai introduit ce sujet car j'aimerais faire un point. Au moment où l'ère de l'information est en train d'être discutée, ainsi que le mode de guerre, les théories de conspiration ont été prouvées
est reconnu qu'elles sont en lien avec ce mode de guerre. Par la suite, j'ai commencé à discuter de David Bossy. Dans cette histoire, il se pose aux Clinton. Il consacre sa carrière à renverser la famille Clinton. Et comme je l'ai dit, il se trouve très peu de gens qui, comme David Bossy, ont une compréhension profonde des scandales et des théories de conspiration qui ont touché les Clinton. Il a été célèbre en 1996 dans cette histoire et durant la présidence de Bill Clinton, quand il a servi en tant qu'enquêteur en chef de la House Committee qui a fait l'investigation sur ce scandale, Whitewater. Il est donc enquêteur en chef pour le scandale du Whitewater, l'enquête qui a été ouverte par la House Committee et d'autres allégations présumées des Clinton. Dans cette histoire, en 1996, David Bossy fait une enquête sur le scandale du Whitewater. Il est par la suite renvoyé parce qu'il falsifie les preuves. Il manipule les enregistrements pour décrire Hillary Clinton sous un mauvais jour, une lumière incorrecte. Il manipule les preuves pour que Clinton paraisse coupable quand les preuves déclarent qu'elle ne l'est pas. En raison de cela, il est renvoyé de l'équipe d'enquêteurs. Je suis allée ensuite vers Fox News. Vous pouvez y aller écouter cette interview. Il a été interviewé par Fox News en 2018. À partir de 2009, il développe une relation avec Donald Trump. Et en 2018, il était interviewé par Fox News. Il développe une relation avec Donald Trump pour 2009. En 2016, il est impliqué et devient le manager réputé de la campagne présidentielle de Donald Trump. Et en 2018, sur Fox News, il a été interviewé et son animateur est Chris Wallace. Et dans cette interview, David Bossy commence à dire qu'il y a une grande conspiration dans l'aile gauche contre Donald Trump. Il ajoute que cette grande conspiration de l'aile gauche est très similaire dans les termes à la façon qu'il souhaite la décrire. Elle est similaire à la manière dont Hillary Clinton a décrit cette histoire quand elle a déclaré qu'il y avait une large conspiration de l'aile droite contre sa personne. Et les médias de l'aile droite et le Parti républicain ont durant tout ce temps renié de façon empathique qu'il n'y avait aucun agenda de l'aile droite républicaine à l'encontre des Clinton dans cette histoire. Chris Wallace dit à David Bossy, Hillary Clinton déclare qu'il y a eu une vaste conspiration de l'aile droite. Cela n'a-t-il pas prouvé d'être... Cela s'est prouvé être faux. Et Bossy réplique, oui, elle a fait, c'est vrai. Chris, il y a eu un effort par le mouvement conservateur de compromettre le président Bill Clinton. Ce concept de la conspiration de l'aile droite envers Hillary Clinton pour la fragilité en 1996, ce n'est qu'une information additionnelle qui se lie avec notre histoire sur le nouveau mode de guerre. Ici, il y a des théories de conspiration et un agenda de l'aile droite en 2016. Il y a aussi des théories de conspiration et un agenda de l'aile droite. Cela est en lien avec les églises évangéliques. Et en 2016, cela est aussi en lien avec les églises évangéliques. Nous pouvons retracer cela au moyen de Jerry Falwell. Lorsque l'ancien Jeff veut prendre ce fil qui n'est pas relié et le commencer en 1996 pour le relier en 2016 et le connecter avec les études précédentes qui ont déjà été faites, la raison pour laquelle cela doit être construit de cette façon, c'est que lui-même croit dans les théories de conspiration. Il s'agit du problème sous-jacent de son message et le problème inhérent à son message depuis le commencement même. Il croit dans les théories de conspiration qui touchent Hillary Clinton. En raison de cela, ils doivent transgresser toutes les règles sur la façon dont les lignes de réforme sont construites et la manière de comprendre l'histoire. Je voulais juste faire ce point pour montrer comment un élément de ce qui est enseigné actuellement par FFA, par l'ancien Jeff, est incorrect. Théorie de conspiration et la manipulation par un agenda de l'aile droite
Mais je ne connecterai jamais les balises de cette façon. Cela met juste en connexion la guerre d'information dont nous avons déjà discuté et étudié ensemble. La seule raison pour laquelle les personnes réfutent ce point, c'est parce qu'elles-mêmes croient dans les théories de conspiration. Les théories de conspiration sont un test pour notre dispensation. Nous avons avancé sur l'information et le mode de guerre, c'est l'élection de 2016. Et dans cette histoire, il se trouve une grande quantité d'informations lorsque nous commençons à considérer les batailles. Ensuite, nous avons poursuivi par l'étude de l'interne et de l'externe, 2012, 2013, 2014. Nous pouvons superposer beaucoup d'éléments de cette histoire pour voir le parallèle entre ce qui se passe en externe et en interne. Puis nous avons l'histoire des 10, c'est là où 2019 commence à s'ouvrir. Et cela conduit vers cette étude qui, grâce à une compréhension des 490, des 220, des 126, des 151, nous amène à une compréhension plus grande et plus ferme de 2019. Premièrement, en commençant par les 151 et les 126, et par la suite, d'autres couches ont commencé à être ajoutées. Les 220 nous amènent à la Révolution française, les 490 à la diète de Speer. Donc nous sommes en avril ou mai 2018 à ce moment-là, et l'ancien Palm Reader assiste à l'école d'Australie. Et là, nous avons l'opportunité de parler. À partir de là, je commence à considérer 2019 comme étant la prédiction avant minuit, la PAM ou Panion. La signification de cette balise n'est pas encore déterminée solidement. Et il y a un soir, en Australie, où l'ancien Palm Reader et moi, nous avons commencé à réviser cette logique. C'était une bénédiction, cette étude en soirée. Nous avons pris ce qui a été fait en 2019 avec ces autres preuves et l'avons mis dans l'histoire de 2014 et cela a été développé dans l'étude du point du milieu. Et ensemble, nous avons reconnu que 2014, lorsque nous retournons dans l'histoire, nous amène à un point de milieu. Vous comprenez l'histoire de 63, de la guerre civile américaine, ou de la Révolution française, mais il y en a d'autres. Et nous avons vu que 2014, c'est minuit. C'est à mi-chemin. C'est un point du milieu. Et vous prenez cette compréhension et vous l'amenez dans l'histoire des Millérites. Et vous pouvez comprendre la raison parce que 2014 est juillet, c'est le mi-chemin entre avril et octobre. Lorsque nous avons commencé à avoir cette logique que 2014 est en lien avec le 21 juillet, cette histoire de mi-chemin, nous devions considérer cela octobre, le 22 octobre, dans l'histoire des Millérites. Je suis devenue de plus en plus inconfortable avec l'idée que le 9 novembre 2019 pourrait être la PAM, car c'était la balise qui était le plus en discussion dans le mouvement. Et le premier jour, j'ai considéré que ce pourrait être le cas. Mais dans cette étude de ce soir-là, alors que nous avons regardé plus en détail, 2014, l'ancien Palm Reader a posé une question. Est-ce que tu crois réellement que novembre 2019 est la PAM? J'ai répondu non, ça ne peut pas être le cas. Je lui ai posé en retour la même question et il a répondu non. Nous sommes tous deux parvenus à la conclusion que novembre 2019 était la fin de l'approbation FTG et nous avons commencé à considérer de quelle façon cela pourrait être présenté au mouvement. Et il a été décidé que par respect, cela devait être premièrement présenté à l'ancien GFA Arkansas. 2014. L'étude du point du milieu, du mi-chemin ou de minuit. Dès qu'il a été identifié que 2014 était le mi-chemin, cela a donné de l'impulsion à une étude qui était en cours
Et c'était l'étude sur les révolutions dans l'histoire. J'avais déjà regardé à la Révolution française avec Napoléon, et maintenant il y avait un nouveau sujet. Non pas uniquement la Révolution française, mais la guerre civile américaine qui nous conduit en 1865. La Révolution allemande, russe et française. Et il a été observé qu'il y a un schéma répétitif à travers ces révolutions. Maintenant, l'étude des révolutions, peut-être plus que toutes les autres études, place son poids sur 2019 et la date du 9 novembre. Il a été observé que toutes ces révolutions nous amènent à un point. Le 9 novembre 2019. Il y a une révolution, puis une contre-révolution. Il s'agit du 9 novembre 2019, et maintenant, pour la première fois, nous avions déjà identifié 2020 comme le commencement de la contre-révolution. Donc cette étude se développe, l'étude des révolutions. Il y a une révolution, puis la révolution arrive à sa fin, le 9 novembre 2019, ou le 9 novembre, tout dépend de la révolution. Puis il y a une période de préparation, et l'année qui suit, une contre-révolution. Donc nous avons commencé, nous avons placé 2020 dans l'enregistrement. En relation avec cette étude, j'ai commencé à étudier la révolution américaine et de quelle façon elle est reliée avec l'étude des révolutions. Elle se connecte pas immédiatement avec cette étude, mais à travers une logique différente, la révolution américaine est également en lien. Et avec cette étude, il est observé que vous pouvez voir 2019 et 2021. Ainsi, Panium commence à s'ouvrir. Et d'autres logiques ont été introduites pour mettre du poids à cela. Ça, c'est l'étude des révolutions. Et ça, la révolution américaine. En étudiant Fatima, en novembre 2017, j'ai commencé à étudier la contrefaçon. Non pas seulement en lien avec 1917, dans cette histoire de Lucie, mais aussi dans une histoire plus large. De quelle façon la contrefaçon a agi dans toute l'histoire? Et ce n'est pas juste une année en 1917 que Satan a fait des contrefaçons. Ce que nous pouvons voir à travers la contrefaçon, c'est que la vérité alpha commence en 1798. Et comme vous avez cette histoire alpha, précédée par les 1260, alors vous avez 1850, 1863, il y a des balises dans cette histoire, puis vous avez les 126 qui vous amènent à l'histoire Oméga. Donc maintenant, il y a une histoire alpha et une histoire Oméga. Les 1260 ramènent à l'histoire des Millérites et les 126 nous amènent à notre histoire. Donc l'étude de la contrefaçon commence à s'ouvrir. Et c'est tout ce qui est compris. Dieu a conduit son peuple de cette façon et Satan contrefait cette œuvre. C'est tout ce qu'il peut faire, il sait faire. Et Israël moderne a une histoire alpha et oméga, par conséquent Babylone moderne a également une histoire alpha et oméga. Et toute cette compréhension de Fatima et de la Seconde Guerre mondiale est en lien à leur histoire alpha. Et cela est en parallèle avec d'une façon assez forte de 1798 connecté à 1899, 1818 à 1917, 1833, 1933, 1844,
1945, 1er novembre 1850, 1er novembre 1950, 1863, 1862, 1886, 1987, 1888, 1989, et voir de quelle façon Satan a contrefait de façon imparfaite mais étroite l'œuvre de Dieu. Vous avez le vrai et le faux. Ce que vous avez aussi dans cette étude, c'est la compréhension de l'échec et du succès. Car l'histoire de la Seconde Guerre mondiale se termine en 1945, qui s'aligne avec 1844. Et 1945 était un échec pour le roi du Nord, un échec pour le pape. Donc 1844 est un échec et un désappointement. L'étude de la contrefaçon. Tout cela s'est mis en place, puis on arrive en septembre 2018. Il s'agit de ma 3e visite à l'école des prophètes en Arkansas. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que ça n'était pas largement su que le message allait être donné. J'étais présente 2 semaines avant que je ne commence à enseigner. Dans ces quelques semaines, c'est l'ancien parmideur qui animait les classes. Un jour, j'étais assise à une table dans le salon. C'était soit le petit déjeuner ou le déjeuner. Et une conversation avait lieu entre l'ancien parmideur et le frère Daniel du Brésil. Frère Daniel a commencé à poser des questions profondes à propos du sujet que l'ancien parmideur allait enseigner dans cette école, parce que frère Daniel avait une logique qu'il avait développée. Il avait vu, à partir de sa logique, que la prédiction de la fin du temps de grâce était sur le point d'être donnée, la prédiction de Raphia. Frère Daniel reconnaissait que nous étions en train d'entrer dans le cri de minuit et que ce cri était sur le point d'être donné, et il s'attendait à ce que ce soit l'ancien parmideur qui donne ce cri. Il a calculé que ce cri devait être donné le 13 octobre. À partir de là, le message n'avait pas été enseigné publiquement, et frère Daniel, avant que je ne commence à enseigner, commence une discussion sur le 13 octobre, disant que le 13 octobre, il s'attend à la prédiction, essentiellement au cri de minuit. Le 13 octobre, c'est un sabbat. Il espérait que l'ancien parmideur prêcherait à Lambert Fellowship ce jour-là, car cela ajouterait du poids à son idée que ce serait le jour où la prédiction serait donnée durant ce sabbat à Lambert Fellowship. Et il a réalisé rapidement que c'était lui-même qui tenait le sermon, et il était assez déçu. Mais cela se passe avant que le message ne soit donné. En fait, en septembre 2018. En 2018, septembre 2018. Je dis cela car le 13 octobre devient un sujet après mon départ d'Arkansas. Et je voulais qu'on puisse reconnaître que cela se passe avant que le message ne soit donné. Et puis ces messages sont présentés. Acte 27, les guerres pyrrhiques, couche après couche sont ajoutées. Toutes ces histoires en lien avec 2016, l'élection, le mode de guerre, en interne, en externe, tout ce qui nous dirige vers une étude sur le temps, et 2019, puis le 9 novembre. Nous présentons cette étude du point du milieu, les révolutions, la révolution américaine, et nous terminons par l'étude de ce concept de la contrefaçon, l'échec et le succès. Cette étude de la contrefaçon termine ce message donné en Arkansas. J'aimerais que vous notiez que c'était le 3 octobre que le sujet du temps a été présenté en Arkansas. La date du 9 novembre. Et cela se passe aux États-Unis. Le 13 octobre,
J'avais déjà quitté l'Arkansas. C'était un sabbat. Et le cri de minuit est présenté en France. Et je crois que c'était à nouveau le frère Daniel qui donna cette logique. Un pied sur la terre et un pied sur la mer. Un pied dans le pays glorieux, un pied dans le monde nouveau, un pied dans l'ancien monde. Le cri de minuit a été établi à la fois sur la terre et sur la mer. Je me souviens, lorsque ces études ont été présentées, de la réaction de l'ancien Jeff. Je me rappelle qu'il disait que ce message testera les gens jusqu'à la limite de ce qu'ils voudraient mettre leur foi dans la ligne de réforme. Mettront-ils leur foi dans les lignes? Les personnes échoueront ou réussiront sur ce test basé sur oui ou non. Si oui ou non, elles peuvent accepter de placer totalement leur foi dans les lignes de réforme. C'est une déclaration prophétique. À la suite de ça, je suis retournée en Australie. Nous sommes en décembre 2018 et deux autres études ont été présentées. La première, c'est une étude sur Boston, Concorde et Exeter. Et c'est là qu'elles ont été présentées. C'est le schéma répétitif. Ce schéma se répète dans chaque dispensation, comme en tant que Boston, Concorde, etc. Beaucoup de personnes disent, dans l'histoire où ce message a été donné en Arkansas, ils disent, tu dois être contente que les gens ont accepté. Je sais que ce n'était pas aussi facile, que ce message n'avait pas été véritablement accepté, car le véritable test n'est pas sur la date. La date n'est pas le test. Le 2720 et la façon du temps était le test pour la dispensation précédente. Le test est en lien avec notre acceptation ou notre rejet du message, de la théorie de conspiration et l'inégalité. C'est ce message qui avait été construit dans le message d'octobre, lorsque nous avons parlé des élections de 2016 de façon particulière. C'est la raison pour laquelle il s'agit de l'histoire de Clinton, que l'ancien Jeff attaque de nouveau parce qu'il a échoué dès lors dans cette histoire en octobre, au moment où le cri de minuit est donné. Il a échoué car il n'a pas rejeté ses propres théories de conspiration. Et nous voyons maintenant qu'il retourne vers celle-ci. L'ensemble du message est attaqué. Après mon départ de l'Arkansas, il y a lieu un camp meeting et d'autres éléments ont commencé à venir dans le message et à se lier à celui-ci en lien avec le travail de Théodore particulièrement. En raison de ce que je voyais se passer, de la façon dont je voyais le message être manipulé, c'est ce qui m'a poussé à faire cette étude en premier lieu en la reliant avec une augmentation de la connaissance et une formalisation du message. J'espère, en présentant cette étude, que les personnes vont reconnaître que Dieu a conduit ce message depuis 2016, qu'il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau qui a juste jailli dans les derniers mois de 2018, mais ce message est l'accroissement de la connaissance en 2016, car je peux voir de façon subtile le rejet de ces éléments. Le schéma répétitif est enseigné en Australie. Après l'étude du schéma répétitif, ce qui est enseigné, c'est la bataille d'Héraclée. Je ne vais pas l'illustrer ici, parce qu'il faut vraiment aligner l'histoire d'une manière bien précise. Mais c'est la bataille d'Héraclée qui s'est passée et a culminé le 19 décembre 2018, qui par la suite a été présentée en Australie. Après ces réunions, j'ai voyagé au Brésil et j'ai enseigné là, avec l'ancien Parminder, et ces sujets ont commencé à être fouillés encore plus profondément, en commençant avec Acte 27, ce qui nous a pris au moins la moitié de cette école. Les gens remettent déjà en question le message du cri de minuit. Ils n'attaquent pas la date. Ils n'attaquent pas la date parce que la date n'est pas le test. Ce qu'ils attaquent, à nouveau, c'est 2016, Hillary Clinton, ce cycle électoral.
Ce sur quoi ils se battent, c'est sur les théories de conspiration. Ils luttent avec les théories de conspiration et ce qui est connecté en externe avec cette histoire, je peux voir qu'il y a un problème en externe aux États-Unis en lien avec le genre, le sexisme et la race. Le racisme. Et ce sur quoi ils trébuchent en externe les fait également trébucher en interne. Le sexisme peut avoir l'air beaucoup plus propre quand vous le mettez dans un cadre religieux. Lorsque vous voyez les gens attaquer en externe Hillary Clinton parce que c'est une femme, les gens dans le mouvement pourraient dire que ce n'est pas bien. Mais les mêmes personnes diront qu'elle n'aurait pas dû être présidente car c'est une femme. C'est la même chose. Donc il y a des problèmes de genre et de race avec lesquels les gens luttent pour accepter qu'elle n'aurait pas dû être présidente en 2016. Alors ils doivent aussi justifier les deux. Ils s'accrochent à leur théorie de conspiration et ils sont en train de trébucher sur les éléments clés majeurs de ce message. À ce camp meeting, au Brésil, en raison de ce problème, j'ai commencé à étudier plus en profondeur la bataille d'Ipsus. Et dans ce camp meeting, c'est Ipsus qui est présenté emphatiquement. Et je connais certaines personnes, dont Jeff inclus, qui diront que maintenant je fais des applications incorrectes. La bataille d'Ipsus donne sa propre application. Je n'ai jamais entendu une autre application d'Ipsus qui pourrait soutenir n'importe quel poids. Cette bataille donne sa propre application. Et Ipsus est présenté ainsi que les théories de conspiration d'une façon beaucoup plus catégorique. Après le Brésil, j'ai été au courant d'une étude qui a été faite en Arkansas par l'ancien Jeff au sujet de ce qui est à moitié vrai et à moitié faux. Dans ce camp mythique en Arkansas, je pense que la plupart de ceux qui écoutent seront familiers avec cela. Quand il a enseigné que l'histoire en 2012, au moment où l'ancien parmideur a enseigné le temps, qu'il était c'était à moitié vrai et à moitié faux. Immédiatement, j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec cette étude. Et pour en comprendre la raison, je suis retournée vers cela. La combinaison des histoires de l'alpha et de l'oméga. Nous le voyons ici, Macédoine et Italie, la Seconde Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, qui a de l'échec, du succès, d'échec et du succès. Mais quand vous l'introduisez dans l'histoire de la contrefaçon, cela devient beaucoup plus personnel. Ça va de 1945, ce qui a été un échec pour le roi du Nord, alors que Panium est un succès. Là, ce n'est plus juste deux royaumes qui se battent. Maintenant, c'est une contrefaçon. Car 1945, c'est un échec pour le roi du Nord. La contrefaçon du roi du Nord. 1840, c'est son échec. Et un désappointement pour le mouvement des Millérites. Par conséquent, maintenant, ça devient personnel. 1844, pour leur mouvement, est un échec et un désappointement en lien avec 1945. Si par la suite, nous alignons 1945 avec Panium, qui est exactement ce que nous avons fait avec la combinaison de ces lignes, alors nous savons que ces balises, c'est du succès. L'alpha se termine en échec, tandis que l'oméga se termine en succès. L'alpha du roi du Nord, 1945, se termine en échec. L'oméga pour le roi du Nord, Panium, se termine en succès. Vous devez changer le vainqueur. La contrefaçon le rend cela personnel, rend personnel au mouvement. Et j'ai présenté cela en Guadeloupe. Et c'est intéressant, car lorsque cette étude est présentée, quel que soit ce qu'ils puissent sentir dans leur cœur, qu'ils aiment ou pas mon application de ces lignes, je ne dirai pas mon application, car les lignes donnent leur propre application. Qu'importe donc ce qu'elles ont dans leur cœur concernant cet enseignement, elles ne sont pas silencieuses parce que je les intimide. Elles sont silencieuses parce que le message est puissant et il s'explique lui-même. Après la Guadeloupe, le message a continué à être enseigné dans différents pays au cours de l'année. Et d'autres sujets ont commencé à être investigués. Particulièrement, en premier, cette histoire sur la guerre civile. 1863
en tant que point du milieu jusqu'en 2014. Et de quelle façon cela explique l'histoire de 1861 à 1865. Donc ce sont des études clés. Après que ces sujets ont été présentés au Brésil, il y a la Guadeloupe. Moitié vrai, moitié faux. Cette étude est faite en Guadeloupe. Et c'est la compréhension de l'échec, deux histoires alpha qui sont échecs et une histoire oméga qui est un succès. À travers l'année, de plus en plus d'études sont faites dans cette histoire de la guerre civile. 1861 à 1865 explique le 11 septembre jusqu'à 2019. Et ce qui commence à s'ouvrir, c'est l'histoire de la majorité morale, Jerry Falwell, et ce protestantisme évangélique qui est relié avec le mouvement républicain. De ces études est sorti le sujet ou l'étude en Dieu, nous croyons. En Dieu, nous croyons, superposé à cette période prophétique de temps, s'étend sur la période de l'histoire de la guerre civile avec la partie clé de la guerre froide, afin de pouvoir expliquer le 11 septembre à 2019. Et nous sommes retournés vers le 11 septembre et avons retracé son développement. Comment cela s'est développé de la majorité morale, les droits chrétiens, Christian Rights, et Jerry Falwell. De nouveau, en alignant Jerry Falwell et Reagan, Jerry Falwell fils et Donald Trump. Et cette poussée évangélique. Ce qui est en train de se construire à travers toutes ces études, dès le début, est la compréhension de l'égalité. Parce que déjà, en 2016, avec l'élection de Clinton, il a été reconnu que nous avons un problème à l'intérieur de ce mouvement. Un problème pour comprendre sa position et qui elle est. Donc pendant une grande partie de ce temps, le sujet à l'étude est un sujet sur la compréhension de l'égalité. Et cela commence à être présenté avec beaucoup plus d'emphase au Canada, puis par la suite en commençant à être posé sur des lignes en France. Et cette étude sur l'égalité nous montre notre histoire. Une histoire de progression et de restauration de la nouvelle terre vers la nouvelle terre, car c'est en lien avec le racisme. Et ensuite, nous voyons une restauration progressive de l'Éden à l'Éden en lien avec le genre. Et cela a commencé à être exposé en France sous une ligne de réforme et de nouveau au Zimbabwe. Cette étude de l'égalité. Et aussi ce qui a commencé à être exposé de façon particulière au Canada, c'est la compréhension que nous avons d'une balise qui marque le point du milieu, 2014, les péchés de Babylone. Nous retournons dans l'histoire des Millérites et nous discuterons plus en détail dans une présentation future. Mais nous étudions les péchés de Babylone dans ce point du milieu. Là où nous trouvons notre terme de la loi du dimanche, de notre compréhension de la grande controverse, tragédie des siècles. Nous avons commencé à étudier les dons spirituels et nous avons posé le concept de la loi du dimanche sous ligne de réforme. Tout cela est particulièrement
Cette ligne est posée dans sa forme la plus complète en Allemagne. Tout ce qui est développé durant 3 ans, tout a été emballé dans un paquet pour être présenté en Allemagne. Jusqu'à 2 ou 3 semaines avant l'Allemagne, ce ne sont pas tous les éléments qui sont compris, mais ils sont ouverts juste à temps pour être présentés. Et le dernier élément qui est ouvert, ce n'est pas l'égalité ou une étude sur la loi du dimanche, mais une étude sur la Première Guerre mondiale. Dans une histoire juste avant le camp meeting d'Allemagne, c'est l'histoire de la 4e guerre d'Iadok et la 2e guerre mondiale. C'est l'histoire de la 3e guerre d'Iadok et la 1re guerre mondiale. Et de quelle façon cela est en lien avec notre ligne de réforme. Cette étude remplit un vide qui était important dans notre compréhension de la relation qui existe entre le roi du Nord et le roi du Sud. De façon spécifique, la relation entre Vladimir Poutine, George Bush et Obama. C'est dans une forme encapsulée, chaque histoire, sur la façon dont chacune a été développée durant les 3 dernières années, commençant par Acte 27, puis avec l'étude du roi du Sud, pour aller dans une histoire de la contrefaçon de l'histoire de l'ère d'information. Chacun de ces éléments est intimement entrelacé avec les autres éléments. J'aimerais que nous considérions là où nous sommes dans notre histoire. Dans la ligne des prêtres, nous sommes ici. Nous sommes à la fin du temps de grâce, 2019. Le cri de minuit s'est ouvert en octobre 2018 et nous avons été dans ce voyage vers notre fin du temps de grâce. Il s'agit de l'histoire du cri de minuit. Mais 2019 n'est pas uniquement la fin du temps de grâce. C'est important à 2 niveaux pour les fidèles dans cette histoire. C'est également l'accroissement de la connaissance pour les 144 000 au sujet de la loi du dimanche. Une seule histoire du 11 septembre à la loi du dimanche. Une seule histoire telle que celle-ci. Le 11 septembre à la loi du dimanche. Les 2 balises dans cette histoire, dans cette dispensation, qui forment l'accroissement de la connaissance et la formalisation, est Raphia 2019 et Panium 2021. Donc, 2019 est important de 2 façons distinctes et séparées pour ceux qui sont fidèles dans cette histoire. C'est un accroissement de la connaissance au sujet de la loi du dimanche. En même temps, c'est une fin de temps de grâce. Cette histoire de schéma qui se répète ne s'applique pas uniquement pour notre ligne de réforme, mais également pour d'autres, par exemple celle de Christ. Et je veux faire le point que dans chaque accroissement et formalisation, ce qui est toujours observé dans ces lignes de réforme, c'est qu'il s'agit du même message qui est en développement. Il ne s'agit pas de 2 messages différents provenant de 2 personnes différentes. C'est le message de l'ancien Jeff en 1991, cet accroissement de connaissances qui a publié le magazine Le Temps de la Fin en 1996. Et je sais qu'il n'est plus en accord avec cela, mais c'est en 2009, et l'ancien Parminder et cette étude sur les 2720 révélés, qui s'est développée dans le temps en 2012. S'il n'est pas d'accord avec cela, sur quelle ligne de réforme peut-il baser cela? Parce que dans toutes les lignes de réforme, il s'agit du même message et du même messager. Quand nous sommes parvenus à la compréhension du message du cri de minuit dans notre histoire, mais dans cette histoire de 2014 à 2019, l'année 2016, c'est pas Shawato et Kimberly. La raison pour laquelle ça devient important, c'est parce que maintenant, ce que l'ancien Jeff enseigne aujourd'hui, c'est que Shawato et Kimberly, en 2016, ont commencé avec une bonne étude qui a ouvert la voie aux batailles de Raphia et de Panium. Et il déclare que Shawato et Kimberly sont un homme et une femme. Ils avaient une bonne étude qui par la suite s'est développée dans l'histoire du Somme 23 et ils avaient tort.
Puis il poursuit en disant qu'en 2018, il y a 2 personnes moi, Tess, et l'ancien Parminder, et il dit qu'ils avaient raison, ils avaient une bonne étude, puis cela s'est développé dans de l'erreur. Et il dit que ça, c'est l'accroissement de la connaissance. Et il dit aussi, dans une présentation, qu'il n'est pas entré dans ce mouvement pour manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas entré dans ce mouvement pour prendre un message qui est un mélange de vrai et de faux. Par conséquent, ma question c'est, si c'est de cette façon que, est-ce de cette façon que Dieu agit dans n'importe quelle autre dispensation? 2016, c'est l'accroissement de la connaissance, mais notre compréhension prophétique augmente en chaque point et non pas ce message de façon spécifique. D'autres personnes introduisent des vérités à cela. Shawato et Kimberly ont apporté une grande lumière prophétique dans ce mouvement. Mais cette lumière spécifique ne représente pas l'accroissement de la connaissance de notre ligne de réforme. L'accroissement de connaissance, c'est acte 27 et les guerres empiriques. Il se trouve plusieurs problèmes là. Premièrement, il ne peut pas défendre l'accroissement de la connaissance sous aucune autre ligne de réforme. Second problème, il dirait qu'ils avaient raison puis ils avaient tort. Quand on arrive à cette étude, quelle partie est bonne et quelle partie contient de l'erreur? Et où est l'erreur? Il dit croire dans la ligne, mais ne croit pas dans les applications. Et à partir de tout ce que j'ai vu jusqu'ici, bien qu'il soit obligé de façon continuelle de reculer de plus en plus, ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est qu'il accepte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il accepte la Seconde Guerre mondiale et son application. S'il accepte la Seconde Guerre mondiale et son application comme une main dans un gant, vous êtes obligé d'accepter l'histoire de la Première Guerre mondiale dans son application. Donc si vous acceptez la Seconde Guerre mondiale, c'est le commencement de l'ouverture du message. La Première Guerre mondiale est le dernier élément de ce message qui s'est ouvert. Nous avons donc raison ici et raison là. Et donc ce n'est pas que nous avions raison et que maintenant nous avons tort. Maintenant, toute l'histoire est fouillue. Et c'est un mélange de vérité et d'erreur. La Première Guerre mondiale a été comprise et enseignée. La consécration des femmes, l'égalité, la loi du dimanche. Maintenant, il y a un problème. Il a un problème. J'ignore s'il regarde ou pas les présentations de l'Allemagne. Je pense qu'il ne les a pas regardées. Mais s'il accepte ces lignes et qu'il dit qu'elles ont été ouvertes par Dieu, quelle excuse aura-t-il pour ne pas accepter la Première Guerre mondiale et dit qu'elle a été ouverte par Dieu? Car si Dieu donne cette lumière-là au développement final, même du message, du cri de minuit, pourquoi travaille-t-il avec un faux prophète? « 2019 est l'accroissement de la connaissance. Ce qui explique la raison pour laquelle ce message a continué de grandir et de se développer dans l'histoire entre 2019 et au-delà du cri de minuit, car il nous donne également de plus en plus de preuves prophétiques, plus en plus de caractéristiques qui sont en lien avec la crise de la loi du dimanche. Je l'ai dit dans ma première présentation, que ce qu'ils sont en train de faire est de jouer à un jeu de Jenga. Vous avez tous ces blocs qui forment une tour et on va retirer bloc après bloc et ensuite pour voir quand la tour s'écoulera enfin. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec ce message. Ils commencent à retirer bloc après bloc et ce qu'ils font, même s'ils ne le réalisent pas, c'est le rejet de l'ensemble. Parce que lorsque vous ôtez une partie, vous êtes obligé de renier l'autre. Alors que vous supprimez votre compréhension de n'importe quelle partie de ce message, moitié vrai, moitié faux. Il vous faudra enlever la partie de la contrefaçon. Alors que vous commencez à ôter une partie, votre compréhension du rôle de Donald Trump dans cette histoire, vous devez commencer à ôter l'interne et l'externe. Alors que vous démontrez 2012 et sa signification, il vous faudra ôter le message de la fixation du temps et l'œuvre de l'ancien Parminder dans cette histoire.
Chaque élément qu'ils enlèvent impacte tous les autres éléments. C'est comme un vêtement tissé. Vous ne pouvez pas ôter un fil sans celui-ci, car tout commencera à se désintégrer dans son ensemble. Shawatu et Kimberly avaient à la fois raison et tort. L'ancien Jeff reconnaît cela et c'est leur modèle. Et c'est avec cela qu'ils accusent maintenant le message du quai de minuit. Mais depuis quand la vérité est-elle devenue erreur dans ce message? Et quel est le point qu'il veut dire? Particulièrement quand vous trouvez la Première Guerre mondiale qui s'ouvre comme la dernière pièce de la fin. Ce que je trouve remarquable, il ne s'agit pas d'une attaque sur ma personne, mais c'est une attaque contre Dieu. Car ce qu'il doit dire, vraiment, je trouve que s'il fallait que je le dise, s'il fallait que je répète ces sentiments, je les trouverais esthétiques pour moi. Car ce qu'il dit, c'est que d'une certaine façon, des éléments importants de ce travail, de ces lignes, sont l'œuvre de Surtès. Il dit que c'est moi qui ai créé cela. Je trouve cela assez brillant. Le concept selon lequel j'aurais été en mesure de développer ces lignes et ces études. Mais c'est ce qu'il est contraint de dire. S'il reconnaît que certaines lignes ont été ouvertes par Dieu, puis il dit que le reste c'est mon travail personnel, et qu'il s'agit de mélange de vérité et d'erreur, mais ils ne sont pas en mesure d'identifier ce qui est la vérité et ce qui est l'erreur. Vous savez qu'ils ne peuvent pas identifier ce qui est vrai de ce qui est faux, car ils ont tout supprimé de leur chaîne YouTube. Pourquoi ont-ils dû tout effacer? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment séparer en toute sûreté la vérité de l'erreur. Par conséquent, ils sont obligés de supprimer l'intégralité du message du cri de minuit. Des éléments pour lesquels l'ancien Jeff est forcé lui-même d'admettre être une grande lumière. Parce qu'ils ont tenté d'affirmer qu'ils croient en une partie de ce message, ils ont dû effacer l'intégralité. Et ils arriveront à une position où ils devront tout effacer. L'ancien Jeff a déclaré que je n'étais pas cohérente dans ma méthodologie. J'aimerais bien voir là où cela m'a fait défaut, car tous les exemples qu'il a donnés n'ont pas réussi un test, un examen attentif. J'aimerais citer à partir de l'inspiration, Message choisi, volume 2, 92.1. On va prendre des citations à partir de cette histoire, puis faire une application, alors que je lis. Ellen White est dans une conversation avec un frère. Elle dialogue avec lui depuis quelque temps, et dans ce dialogue, elle lui dit ce qui suit. Mais avant, elle a eu une réunion avec lui, et elle fait référence à cette réunion, et maintenant, elle lui écrit. Elle dit, « Plusieurs fois durant nos conversations, nos réunions, dans lesquelles vous avez mis beaucoup d'emphase, je vous ai entendu répéter la phrase « Ô cohérence, vous êtes un joyau ». C'est avec cela que l'ancien Jeff attaque le message, ma personne, mais je préfère dire le message. Que je ne suis pas consistante, cohérente dans ma méthodologie. Et il a dit dans ses présentations de Arkansas le même concept. Oh, cohérence, tu es un joyau. Je répète la même chose, avec la même force, à toi, ancien Jeff. Vous dites croire dans les témoignages, dans les lignes. Laissez les lignes vous mettre sur la bonne voie sur ce point. Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera formée avant la fermeture de la probation. Ce sera le grand test auquel le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Sur quoi Ellen G. White et ce jeune homme sont en désaccord. Ils sont en train de débattre sur cette histoire entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. Et à quoi cela ressemble? Ils sont en train de débattre sur cette histoire, l'histoire de la loi du dimanche, cette histoire entre 2014 et 2019. Cet homme déclare croire dans les témoignages, dans les lignes. Et les lignes donnent leur propre interprétation prophétique et leur propre application. Continuons la lecture. Vous avez pris l'histoire du prophète désobéissant. Donc vous avez été dans une histoire, vous avez pris une histoire hors de son contexte, telle qu'elle est donnée dans l'Ancien Testament,
Vous avez pris l'histoire du prophète désobéissant, Baal Péor ou Rothberg, ou toute autre histoire, et vous l'appliquez à Sir White. Et vous dites qu'elle est parfaitement honnête, mais qu'elle est dupée en tant que prophète. Pour cette raison, les témoignages de l'Esprit de Dieu, le message du cri de minuit, ne peuvent avoir aucun effet sur vous. Est-ce que le Seigneur vous a ouvert à vous ou à votre fille Bronwyn, votre femme Cathy ou vos enfants Bronwyn ou Clayton la désobéissance de Sir White? Si elle avait agi contrairement à Dieu, lui montrerez-vous en quoi? J'ai le devoir de préciser ma position, car vous présentez mon témoignage, les lignes, sous un faux jour. Vous en faussez la signification et vous invoquez mon nom chaque fois que vous pensez pouvoir en obtenir une confirmation de vos idées. Mais quand les témoignages, les lignes, ne s'accordent pas avec vos théories, ne s'harmonisent pas avec votre application, alors je suis mise de côté, en qualité de faux prophète. Il y a plusieurs moyens d'esquiver la vérité. Votre position est un mélange d'incohérences. J'aimerais que vous voyiez l'accusation qui a été faite. La déclaration est qu'ils acceptent les témoignages, ils acceptent ce que Dieu ouvre comme vérité, mais seulement quand cela est en lien avec leurs applications. Si cela ne coïncide pas avec leur application, alors ils ont cette excuse. Ils disent « Oui, Dieu a ouvert une certaine quantité de lumière pour cet individu. » Mais cet individu, alors qu'il prend quelques éléments de la lumière de Dieu, elle utilise aussi des histoires de l'Ancien Testament hors contexte en tant que faux prophète. Et parce qu'elle est faux prophète, alors eux, ils sont en mesure d'éviter la vérité qui a été clairement révélée et posée avec les lignes de réforme. Donc la discussion amenée contre le message du cri de minuit dans ce mouvement sont un mélange d'incohérences. L'ancien Jeff a dit dans sa présentation que nous avons renié la Bible et les écrits d'Ellen White. J'aimerais considérer ce point pour un moment. Dans ce but, je vais effacer une portion du tableau. L'ancien Jeff a déclaré que l'ancien Parmider et moi-même avons rejeté l'autorité de la Bible et des écrits d'Ellen White. J'aimerais que nous considérions non pas seulement les lignes de réforme, parce que vous pouvez les voir dans les lignes de réforme même, mais aussi dans ses écrits. Il fait une accusation dans l'une de ses présentations qu'il avait des inquiétudes concernant le message du cri de minuit en octobre, quand le message a été donné pour la première fois. Mais ses préoccupations ont été étouffées. Il a dit que l'œuvre de Théodore, dans cette histoire, a été étouffée et que les études de d'autres frères, particulièrement venant d'Afrique, ont été étouffées. Il dit que maintenant, le message du cri de minuit est mélangé avec du fanatisme et il dit que c'est son travail de sortir de sa cachette et de mettre fin à ce fanatisme. Et de nouveau, il utilise mal les histoires pour justifier ce point. Et on pourra en parler dans une autre présentation. Considérons le message du cri de minuit, comme dans l'histoire des Millérites. Le 19 avril 1844, c'est un désappointement. Le fanatisme entre dans le mouvement. Je vais citer Tragédie des siècles, page 430.2. Ce n'était pas la proclamation de la seconde venue qui causèrent le fanatisme et la division. C'est une déclaration claire de l'inspiration. Ce n'est pas la proclamation du 9 novembre qui a entraîné le fanatisme et la division. Cela n'est pas lié au message du cri de minuit d'aucune manière. Ce fanatisme est le courant de l'été de 1844, après le désappointement, alors que les adventistes étaient dans le doute et la perplexité quant à leur position. La proclamation du message du premier ange et du cri de minuit avait eu pour effet direct de combattre le fanatisme et la dissension. Le fanatisme est entré dans le mouvement le 19 avril 2019.
1844. Le 21 juillet, il commence à enfler, mais le fanatisme est toujours là. Le 1er août, Concorde, puis vous arrivez au 15 août à Exeter, qui s'aligne avec octobre 2018. Le 11 septembre, le fanatisme entre dans le mouvement. 2014, un message se lève pour traiter ce fanatisme. 2016, Concorde. 2018, Exeter, le cri de minuit. Ce n'est pas la proclamation du second avènement et le cri de minuit qui a provoqué ce fanatisme et cette séparation, cette division. Cela a commencé au 11 septembre. La prédication de ce message a eu un effet opposé et il a réprimé le fanatisme et la dissension. Ceux qui ont participé dans ce mouvement solennel étaient en harmonie. Leur cœur était rempli d'amour les uns les autres et pour Jésus dont ils s'attendaient à voir bientôt. La seule foi, la seule espérance bénie les éleva au-dessus de tout le contrôle d'influence humaine et a prouvé être un bouclier contre les assauts de Satan. Donc, vous avez dans cette histoire un message qui vient, qui n'amène pas avec lui le fanatisme, mais à la place, une répression du fanatisme. Le 15 août, à Exeter, il y a 2 camps. On peut dire 2 tentes. Il y a une tente correspondant au cri de minuit et une autre correspondant au fanatisme. Et c'est le cri de minuit qui étouffe le fanatisme. Ce que l'ancien Jeff déclare, c'est que le cri de minuit amène avec lui le fanatisme et les deux coexistent et sont mélangés dans la tente. Je suggérerais une application de cette histoire qui est en accord ligne sur ligne avec l'esprit de prophétie. En octobre 2018, il y a 2 camps. L'un est le cri de minuit. Et puis il y a une autre tente qui travaille subtilement contre ce message. Vous avez l'œuvre de Théodore. Son fanatisme, sa fixation de temps a été prouvée à maintes reprises être inexacte. Il y avait 2 tentes quand le cri de minuit a été donné à Exeter. Il y a 2 tentes quand le cri de minuit a été donné en 2018. Le fait que l'ancien Jeff identifie lui-même que Théodore, que certaines études en provenance d'Afrique et que sa propre voix était silencieuse quand ce message a été donné par lui-même, rend témoignage que le fanatisme a été rendu silencieux par le message du cri de minuit. Ce n'est pas parce que j'intimidais qu'ils étaient silencieux ou que l'ancien parmideur est intimidant. C'est le fait que le message et la ligne même portent une quantité de puissance qui rend silencieux le mouvement. Tout cela nous ramène à Acte 27. Je ne sais pas en quelle ligne les personnes proclament croire encore. Si oui ou non, ils professent encore croire dans Acte 27. Je suggère que jusqu'à ce qu'ils voient les implications, ils vont continuer à y croire. J'aimerais encore faire 2 applications supplémentaires et ensuite nous clôturerons. Acte 27, c'est la première ligne. La ligne d'Adramite. Je la place là. Adramite, juste du 11 septembre, le rafraîchissement et le cri de minuit, puis la loi du dimanche, qui est la porte fermée. Le cri de minuit, c'était dans Acte 27,
dans les quelques premiers versets, leur voyage. Donc par manque d'espace, je n'ai pas remonté à 89 et à Césarée. Ils partent de Césarée, ils naviguent sur Chypre, la mer de Cilice et Pamphylie, puis arrivent à Myre. Donc le 11 septembre, ils quittent Césarée, et ensuite Sidon et ensuite Chypre. Et dès le commencement, même avec tout son poids, il est enseigné que le cri de minuit à Chypre, au commencement même de l'ouverture de ce message, il a identifié qu'il existe un vrai et un faux prophète. Il existe un faux prophète en externe et un faux prophète en interne. Et vous savez, s'il y a un faux prophète, il existe un vrai prophète. Il y a un cri de minuit, c'est Samuel Snow. Il y a un véritable message. Mais contre le véritable message, il y a un faux prophète, déjà identifié au cri de minuit, en externe par Elimas et en interne par Simon Magnus. Et nous pouvons voir, à partir de la ligne des Millérites, introduite dans la nôtre, qu'il y a deux tentes. Il y a un véritable prophète et qu'il y a un faux prophète. Un véritable message et un faux message. Le véritable message rend silencieux le faux message. Le message du cri de minuit rend silencieux Watertown, mais au silence le fanatisme. Comme le dit lui-même l'ancien Jeff, les personnes étaient étouffées ou silencieuses quand le message du cri de minuit a été donné. Ce sont les caractéristiques du cri de minuit parce que le faux prophète, le fanatisme qui s'est infiltré dans ce mouvement est venu à travers le travail de Théodore et ce que l'ancien Jeff partage maintenant. Vous pouvez voir que ligne sur ligne et les citations de l'esprit de prophétie défendent notre position. J'aimerais terminer avec des mots d'encouragement pour ces personnes qui ont accepté la direction de Dieu alors que les vérités ont été ouvertes. Nous sommes dans l'accroissement de la connaissance de la loi du dimanche. Dieu déverse la pluie sur nous. Nous sommes juste avant la fin du temps de grâce pour les prêtres, juste avant la croix. Nous avons démontré dans les études précédentes que nous sommes dans la salle du tribunal. Et j'aimerais nous rappeler des paroles de Jésus. Lorsque son rôle est attaqué et au travers de cette étude, il représente le mouvement. Toutes les oreilles étaient tendues pour écouter et tous les regards étaient fixés sur son visage alors qu'il répondait « Tu l'as dit que je suis ». Une lumière céleste semblait illuminer son visage pâle alors qu'il ajoutait « Néanmoins, je vous dis, après, vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Quand est-ce que nous, en tant que prêtres, ainsi que ceux qui nous accusent, verront le Fils de l'homme assis à la main droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel? C'est lors de la seconde venue. Et quand est-ce notre seconde venue? Panium. Aussi sombre que ce hall de jugement, Gethsémane, la croix, aussi sombre que cela semble être, Jésus est en mesure de faire la promesse. Quel que soit le côté où l'on se place à Panium, vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite de la puissance. C'est que son œuvre sera remplie de succès. J'aimerais que cette étude ne soit pas uniquement, je l'espère, des preuves pour ceux qui hésitent, qui peuvent voir que cela n'a pas été l'œuvre de l'humanité. Il n'y a aucun être humain qui pourrait ouvrir ces lignes ni leur application. J'espère que cela aide les personnes qui hésitent, mais j'espère également que cela aidera ou encouragera ceux qui sont restés fidèles à ce message, que Dieu a conduit tout ce temps dans ce voyage. Et même si nous pouvons identifier prophétiquement que nous sommes dans un point le plus sombre de notre ligne de réforme, Jésus lui-même donne la promesse, vous verrez Panium. Et à Panium, vous irez à la main droite de la puissance. Ce mouvement accomplissant sa fonction, la Pentecôte, amenant l'évangile jusqu'au second groupe, accomplissant la mission que Dieu leur a confiée à partir du temps de la fin. Agenouillez-vous avec moi, nous terminerons par la prière. Cher Père Céleste, je te remercie sur la façon dont tu nous as conduits. Nous savons que tout le long de cette période, durant environ 3 ans,
des pensées d'études ont été ouvertes par toi. Chaque vérité, chaque application. Les mains humaines n'ont pas mélangé la vérité et l'erreur avec les messages du cri de minuit. Je prie que les gens puissent revoir ces sujets, qu'ils voient la preuve prophétique pour ces lignes que nous utilisons, qu'ils voient la preuve que nous n'utilisons pas mal ces prophéties dans ces lignes, mais que nous utilisons des règles, la méthodologie que tu nous as donnée afin que nous puissions comprendre là où nous sommes dans l'histoire de la terre. Non pas seulement en externe, Seigneur, mais en interne en tant que mouvement. Je prie, Seigneur, que les gens puissent être encouragés, qu'ils se tiennent pour la vérité que Dieu les a conduits à accepter et qu'ils voient, quelles que soient les applications, qu'ils voient, qu'ils croient que tu continues de nous conduire et de nous guider. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes de l'humilité, de la sagesse, du courage et de la foi comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.